Nous allons maintenant passer au panneau des polices qui a déjà été décrit dans les chapitres précédents, donc sur lesquels je ne vais pas trop revenir. Par contre, on voit ici que l'on retrouve la même logique que dans les règles concernant les images. Ici, si l'incorporation d'une police échoue, on peut demander à avertir et continuer le travail, ou bien à annuler la conversion. Puisque toujours pareil, si on travaille pour du pré-presse et pour l'imprimerie, il n'est pas question d'envoyer un fichier à l'impression si les polices ne sont pas dedans. Éventuellement, si l'on convertit les fichiers PDF dans un autre but que de l'imprimer, on peut plus ou moins se passer des polices et leur accorder plus ou moins d'importance. Si l'incorporation d'une police échoue, il y a deux cas principaux. Le premier cas, c'est que la police n'est pas présente sur l'ordinateur, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc c'est que Distiller n'arrive pas à trouver la police dans le dossier police si elle est sur l'ordinateur ou bien qu'elle n'y est pas. La deuxième raison qui peut expliquer cet échec, on va le voir ici dans un autre fichier PDF. Nous avons ici une copie d'écran du contrôle en amont de InDesign. InDesign signale les polices qui sont protégées. C'est-à-dire qu'il existe certaines versions de polices qui sont protégées contre l'incorporation dans les fichiers PDF ou dans tout autre type de fichier qui accepterait d'incorporer les polices à l'intérieur. Mais ça, c'est une protection qui n'est pas due à des problèmes techniques, c'est simplement une protection qui est décidée par l'éditeur de la police. Donc InDesign, lui, a le bon goût de nous avertir avant la conversion en PDF si les polices sont protégées ou non, c'est-à-dire si elles pourront être incorporées dans le fichier PDF ou non. Donc ça, c'est le deuxième cas qui explique l'échec de l'incorporation d'une police dans un fichier PDF. Nous allons passer au panneau des couleurs, panneau que nous avions déjà étudié un petit peu dans les chapitres précédents. Juste ici, je vais simplement rappeler que quand on ne veut pas se casser la tête, puisque le but ici, c'est pas de faire un cours sur la gestion de la couleur, nous avons ici des fichiers de paramètres prédéfinis, dont les libellés sont assez explicites. Si on travaille pour l'imprimerie, le pré-presse, tout naturellement, on va se tourner vers un fichier de paramètres pré-presse. Si on est en Europe, on va choisir le pré-presse Europe, sinon on choisira presse Japon ou presse Amérique, etc. Et si l'on a une utilisation plus générale des fichiers PDF, c'est-à-dire une utilisation qui soit plus bureautique, on va choisir ici ces paramètres d'utilisation générale. Et bien entendu, si on convertit les fichiers PDF dans le but de les diffuser sur le web ou par mail, on a également les mêmes paramètres prédéfinis qui se trouvent ici et que l'on aura tout intérêt à sélectionner directement dans ce menu déroulant de paramètres prédéfinis. Ici, on va rester dans les pré-presse pour l'Europe, puisqu'on peut très bien utiliser les paramètres pré-presse pour convertir un fichier pour le web. Ça ne change pas grand-chose. Ce sont simplement les profils RVB qui ne sont pas exactement les mêmes. Les options importantes ici, lorsque l'on travaille toujours pour le pré-presse, c'est de conserver les paramètres de recouvrement et de densité du noir, si on en a besoin, et d'appliquer éventuellement les fonctions de transfert qui ont été définies pour les images dans le logiciel de mise en page, en fait dans Photoshop, je crois. C'est plutôt dans Photoshop que l'on définit ce type de paramètres. Donc si ces paramètres ont été définis, si un graphiste s'est donné la peine de faire ce travail, a priori on va conserver son travail et donc appliquer ces paramètres. Si on sait ce qu'on fait, on peut éventuellement les supprimer, ces paramètres. Mais là, il faut vraiment savoir ce qu'on fait et savoir à quoi correspondent les fonctions de transfert et les paramètres UCR de densité du noir. C'est-à-dire, en fait, ça joue avec le retrait des sous-couleurs. Mais même chose ici, il n'est pas question de faire un cours technique sur l'imprimerie. Donc les professionnels apprécieront. Même chose ici pour les trames de demi-teinte. Et nous passons immédiatement ensuite au panneau avancé. Panneau que nous avions vaguement parcouru dans les chapitres précédents. Donc cette option ici d'enregistrer les paramètres Adobe PDF dans le fichier PDF a été explicitée, je ne reviens pas dessus. D'autres options sont importantes. Ici, on ne va pas toutes les lister puisque c'est un petit peu indigeste. On ne va lister que les plus importantes en commençant par le haut. Donc la plus importante ici, c'est une qui est très importante, c'est pas la plus importante, c'est de conserver la sémantique copy-page niveau 2. C'est un gentil charabia qui veut dire en clair que l'on va conserver dans le fichier PDF la compatibilité avec le format PostScript niveau 2, ce qui veut dire qu'on pourra l'imprimer sur une imprimante PostScript niveau 2. Sinon, si on ne coche pas cette case, il faudra impérativement une imprimante PostScript niveau 3 pour pouvoir imprimer le fichier PDF. Mais comme c'est une option qui est cochée par défaut dans absolument tous les paramètres prédéfinis, en général, il n'y a pas de danger à ce niveau-là.
Pour ce qui est du pré-press et de l'imprimerie, bien entendu, on va conserver les paramètres de surimpression. Ça, c'est une option qui est très très importante. Et bien entendu, avec les paramètres de surimpression des objets non nuls, c'est-à-dire des objets qui ne sont pas invisibles. L'autre option importante, donc, c'est les conventions DSC. Donc, bien entendu, si l'on travaille pour le pré-press et pour un imprimeur, je répète encore, il faut traiter ces commentaires DSC, puisque dans ces commentaires, c'est là que l'on trouve les informations concernant l'OPI, l'Open Prepress Interface, les informations sur les fichiers EPS et tout un tas d'informations sur les documents qui sont absolument indispensables aux imprimeurs et au secteur pré-press, puisque ces informations contiennent notamment aussi les descriptions de pages et de formats de pages, etc. Nous allons terminer cette vue des paramètres d'Acrobat Distiller avec le panneau des normes. Donc ici, les normes, ça a directement à voir principalement avec deux secteurs de métier. Les secteurs pré-press, puisque nous avons ici les normes PDFX qui sont utilisées par le pré-press, donc PDFX1 et PDFX3. Et nous avons également les normes PDFX-A qui, elles, concernent plutôt la bureautique, bien que ça puisse concerner également tout un tas d'autres métiers. A pour archivage. C'est une norme d'archivage pour les fichiers PDF. Et on retrouve le même principe des règles ici. Si le fichier n'est pas conforme, on continue ou on annule le travail. Deux cas possibles qui peuvent se présenter. Pour ce qui concerne l'utilité et les particularités de ces normes, je vous renvoie à l'Internet et aux fichiers qui sont contenus dans le DVD, puisque ces normes sont en constante évolution, notamment les normes PDFX, puisqu'à l'heure où je vous parle, les normes PDFX4 ont déjà été définies. Et sont en route les normes PDFX5 et PDFX6. Donc ce sont des choses qui évoluent assez rapidement et sur lesquelles on ne peut pas donner des informations qui soient figées. On voit bien ici que les standards PDFX concernent le pré-press et l'imprimerie, puisque l'on doit définir dans ces standards les zones de rognage, les zones de fond perdu, etc., les profils de sortie, tout un tas de paramètres qui sont indispensables si l'on veut obtenir une impression de qualité lorsque l'on fait imprimer les fichiers PDF. Nous allons maintenant revenir un petit peu sur le panneau des images, puisque on va ensuite regarder 4 fichiers qui ont été créés, enfin convertis en PDF, avec 4 types de paramètres différents. Donc les paramètres qui sont notés dans ces fichiers que l'on va retrouver, ce sont les sous-échantillonnages, c'est-à-dire la résolution des images dans le fichier PDF, et le facteur de qualité d'image, c'est-à-dire le taux de compression que l'on va appliquer à ces fichiers. On va donc comparer des fichiers qui ont été convertis à 96 points par pouce, à 150 points par pouce et à 300 points par pouce, avec des qualités d'image qui vont aller de minimale à maximale en passant par la qualité moyenne. Voilà ces 4 fichiers qui ont été alignés grâce à la fonction mosaïque d'Acrobat, de façon à pouvoir les visualiser tous les 4 en même temps. Nous avons en haut à gauche, et contrairement à ce que j'ai dit, un fichier qui a été sous-échantillonné à 72 points par pouce et non pas 96, en qualité d'image minimale. Juste à droite, nous avons le même avec la même qualité d'image minimale, mais cette fois-ci une résolution de 150 points par pouce. En bas à gauche, nous avons le même fichier toujours avec cette fois-ci la même résolution de 150 points par pouce, mais une qualité d'image moyenne. Et à droite, en bas, nous avons un fichier qui correspond aux normes pré-press, c'est-à-dire une qualité d'image maximale à 300 points par pouce. Et on voit ici que la différence, par exemple, entre les deux fichiers du haut, crève les yeux, puisqu'on a à gauche une image qui est déjà complètement abîmée par la compression et le sous-échantillonnage, alors que celle qui est immédiatement à droite est beaucoup plus agréable à regarder, même si on voit qu'elle est légèrement dégradée, mais on voit qu'elle est beaucoup plus agréable à regarder. Donc ici, du fait qu'on a utilisé le même taux de compression, donc en qualité minimale, on voit bien que la différence vient de la résolution qui a été utilisée. Donc on a ici un gain de qualité qui est énorme entre les deux versions, une différence de qualité qui est énorme. Et si on regarde dans l'explorateur de fichiers la taille de ces deux fichiers PDF, on a celui qui est à gauche en haut ici qui fait 26K, celui qui est en haut à droite qui fait 45K, c'est-à-dire une différence entre les deux qui est absolument infime au niveau poids de fichier, mais une différence de qualité visuelle qui est énorme. Même chose ici entre ce fichier à 150 points par pouce en qualité minimale et celui-ci qui est en qualité moyenne.
Nous avons une différence de qualité là qui est moins flagrante visuellement, mais même chose, si on revient dans le dossier l'explorateur de fichiers, on voit que la différence dans la taille du fichier reste acceptable. Un fichier de 82 kilooctets, c'est quelque chose que l'on peut transmettre très facilement par mail ou que l'on peut laisser à disposition sur Internet sans pénaliser l'utilisateur. Quant au quatrième, là ça se passe de commentaires, il est forcément nickel puisque de toute façon ici on a sélectionné haute résolution en qualité maximale. La vraie différence, on va la voir lorsque l'on va zoomer dans ces fichiers. On va zoomer ici à 200% pour bien voir la différence. Donc on voit que le fichier qui est à 300 points par pouce, on a une image qui reste bien nette, bien jolie. On va faire la même chose ici, donc toujours en appuyant 3 fois sur le raccourci clavier CTRL+ ou pomme+ si on est sur Macintosh, de façon à zoomer directement sans passer par les boutons, les interfaces, etc. Ah, j'étais un petit peu trop fort. On va vérifier tout de suite. 300%, et oui. Et la même chose. Donc là, on voit bien que la différence de qualité est flagrante. Le fichier qui est en haut à gauche est quasiment illisible et en tout cas très désagréable à regarder. Celui qui est en haut à droite n'est pas terrible non plus. Alors que si on compare entre celui qui est en haut à droite et celui qui est en bas à gauche, on voit que celui-ci en bas à gauche est beaucoup plus agréable à regarder. Et comme on vient de voir, la différence de taille de fichier entre les deux ne justifie pas forcément que l'on se prive de cette différence de qualité. Puisque de plus en plus, avec la taille des écrans qui augmente, les utilisateurs sont amenés à zoomer dans les fichiers PDF qu'on leur transmet. Quant au fichier qui est en haute résolution, là il n'y a toujours pas d'effet de pixelisation ni d'artefacts de compression JPEG qui apparaissent, puisque bien évidemment on a demandé une qualité maximale. À noter quand même que tout ce qui est texte, quelle que soit la qualité choisie, donc ici basse résolution qualité minimale ou en très très haute résolution en haute qualité, les textes restent de toute façon très nets, les textes sont nickel puisque les textes sont des éléments vectoriels, donc ils n'ont pas été encore pixelisés. Donc ça ne pose là absolument aucun problème de résolution ni de poids de fichier puisque ces deux éléments, là, que ce soit dans ce fichier haute résolution ou dans ce fichier basse résolution, prennent exactement la même place dans le fichier. Ils occupent exactement le même nombre d'octets.